Dès qu'un appartement est mis en location, le téléphone de cet agent immobilier n'arrête plus de sonner. Ce 2 pièces de 42 mètres carrés près de Paris, affiché à 1 090 € par mois, s'est loué en quelques jours. On a eu 50 demandes de locataires, on a eu une trentaine de dossiers. Par rapport à l'année dernière, on a à peu près 2 fois plus de contacts. Le marché locatif est d'autant plus tendu que ces derniers mois, l'accès à la propriété s'est compliqué. Beaucoup de locataires sont contraints de renoncer à leur projet d'achat. Les ménages sont fragilisés par l'inflation et puis leur accès au crédit, parce que les taux d'intérêt des crédits ont été multipliés par 4 en un an, est extrêmement difficile. Remontée des taux d'intérêt, prêts accordés au compte-gouttes et ralentissement des transactions, le secteur de l'immobilier se retrouve dans la tourmente. Tous les indicateurs virent au rouge. Entre le coût des matériaux qui a explosé et les nouvelles exigences environnementales imposées, les projets de logements neufs marquent le pas. Les ventes de maisons individuelles ont plongé de 38% entre fin 2021 et fin 2022. La construction de logements sociaux connaît également un coup de frein. L'immobilier est en pleine crise de l'offre et de la demande. Professionnels du secteur et patrons tirent le signal d'alarme. Ça fait plusieurs mois qu'on alerte. On va au-devant d'une catastrophe. Donc c'est pour ça que le logement devrait être la grande cause nationale du président dans les années à venir. Alors l'exécutif a-t-il pris la mesure de cette crise du logement? Sommes-nous face à une bombe sociale à retardement? Comment inverser la tendance? 3 invités pour ce débat. Yannick Borde, bonsoir. Vous êtes président de Procivis. C'est un réseau d'acteurs immobiliers. Votre entreprise donc est présente surtout à propos de tous les métiers de l'immobilier, promotion, aménagement, lotissement et HLM. Et par ailleurs, et c'est ça qui nous intéresse bien sûr, vous êtes maire de Saint-Berthevin dans la Mayenne, 7800 habitants au dernier recensement, n'est-ce pas? Bon, et vous considérez qu'à la crise de l'offre s'est ajouté un effondrement de la demande depuis l'automne, depuis 3-4 mois. Les taux d'intérêt explosent et l'accès au crédit devient un gros sujet pour les ménages, évidemment. On va en reparler. À côté de vous, Robin Rivaton, bonsoir. Vous êtes essayiste spécialiste de l'immobilier. Vous avez publié plusieurs essais, dont L'immobilier demain, coécrit avec Vincent Pavanello aux éditions Duno. Vous estimez que parmi les multiples causes de la crise du logement, il y a le désintérêt des maires, alors vous allez pouvoir lui dire, des maires pour la construction. Et puis, il faut augmenter, et aussi, ils ne le font pas assez, la population de leur commune, du fait de la suppression de la taxe d'habitation. Et enfin, Ingrid Nappi, spécialiste des questions immobilières et professeure en économie à l'école des Ponts ParisTech. Vous estimez que le logement en France est devenu un placement financier et puis que l'offre est détournée pour de la location touristique et saisonnière, comme à travers la plateforme Airbnb. On en reparlera aussi avec Nadia. Mais on démarre avec un chiffre, il est fou. Exactement, 375 000. L'an dernier en France, donc 375 000 logements neufs ont été construits, alors que pour sortir de la crise dans laquelle nous sommes, il en faudrait 500 000. On est donc loin du compte. Vous n'êtes pas d'accord, mais vous nous le direz peut-être après. Ingrid Nappi, sur la Fondation Abbé Pierre, il y a aujourd'hui près de 4 millions de personnes mal logées dans notre pays, plus 100 000 Français en un an. Mais Yannick Borde, vous qui êtes en première ligne, dites-nous exactement quelles sont les raisons de cette pénurie qui date depuis quand même 20 ans, pénurie de construction. Est-ce que c'est l'inflation des matières premières ou est-ce que c'est des réglementations trop complexes, des normes trop complexes que vous rencontrez au quotidien? En fin de compte, ça fait très longtemps qu'on n'arrive pas à construire en France le nombre de logements qu'on souhaiterait chaque année. Donc il y a des raisons multifactorielles, à la fois la complexité aujourd'hui des règles d'urbanisme sur les territoires. Je vais dire du mal des élus dont j'en fais partie, mais une difficulté des élus à appliquer les propres PLU qu'il faut PLU, voter. vous redites ce que c'est le PLU pour ceux qui Alors sont le pas... plan local d'urbanisme, aujourd'hui, ce qui sont les règles de constructibilité, une étude récente de la FPI nous démontre qu'on construit à peu près 70 à 80% de ce que le plan local d'urbanisme permet de faire. Donc il y a quand même un petit sujet. Et puis, alors... C'est vrai qu'il y a cette notion de maire bâtisseur et de maire moins bâtisseur, une résistance parfois du maire à accepter les projets immobiliers, qui en fin de compte est une conséquence de la résistance même des habitants à accepter. Est-ce que c'est un maire bâtisseur, c'est un maire battu, c'est ça aux élections? Moi, je pense être le contraire de cet exemple-là, de cette déclaration-là. Donc, j'y crois pas trop. Maintenant, c'est vrai que suivant les territoires, il y a des conceptions qui peuvent être assez différentes par rapport à ça. Et puis, dernier peut-être sujet, c'est une crainte par rapport à un nécessaire équilibre aujourd'hui des logements construits entre de l'accession libre, de l'accession sociale,
du locatif HLM. Et c'est pourtant tout ça qui fait que nos territoires peuvent continuer de se développer. Sans logement, il n'y aura pas de développement économique sur les territoires et donc il n'y aura pas de développement des territoires. On va en parler du logement social, mais Ingrid Naby, pourquoi vous avez tiqué quand on disait 375 000 logements, 500 000 nécessaires? Oui, ce chiffre de 500 000 a toujours été retenu par tous les présidentielles, dans toutes les présidentielles. En fait, aujourd'hui, l'indicateur de mise en chantier n'est plus forcément l'indicateur le plus pertinent pour analyser les marchés. On sait tous bien qu'il ne faut plus construire. Enfin, on doit encore construire, mais qu'il faut donc être très... Il ne faut plus construire. Non, je pense qu'il faut surtout rénover. On a un parc, il faut quand même revenir sur un des indicateurs importants. On a aujourd'hui un parc très important qui a pratiquement doublé en 20 ans également. On a construit beaucoup par rapport à nos pays européens, et je pense que Robin le sait également. Donc, on n'est pas dans une situation très alarmiste. Par contre, ce qui est alarmant, c'est que le parc aujourd'hui, il est obsolète. Une bonne partie du obsolète, il est vieillissant, et qu'on est passé aussi d'une phase... Ça, c'est très important aussi. On est passé d'une phase où le logement était dans un patrimoine, où le logement s'est beaucoup financiarisé, et on pourra peut-être en parler pour une des questions d'explication de la crise. Et aujourd'hui, le logement devient un moyen de lutter contre le réchauffement climatique pour décarboner le parc, premièrement, et puis également créer des puits de carbone. Donc voilà, ce n'est pas forcément aujourd'hui les mises en chantier qui doivent être regardées à la loupe. Romain Rivaton, en même temps, on en parlait, il y a quand même eu un effet inattendu de la suppression de la taxe d'habitation dans notre pays. Ça a découragé les maires de construire, même s'il faut rénover, mais de construire. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un maire, c'est un acteur économique rationnel. Il doit équilibrer un budget, et donc quand il construit... il fait construire dans sa ville des logements, ce n'est pas lui qui les construit, il les fait construire dans sa ville. Il y a des nouvelles populations qui arrivent, et ces nouvelles populations, il va falloir leur offrir des services, des crèches, des écoles, de la vidéosurveillance, de la police municipale, et j'en passe. Et donc, si vous n'avez pas de lien entre vos recettes fiscales et la dynamique de votre population, ça vous incite à plutôt pas trop construire. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la suppression de la taxe d'habitation qui crée un petit peu ces recettes dynamiques. On a eu une compensation de la taxe d'habitation, normalement par l'État dans dotation globale de fonctionnement, qui malheureusement n'est pas aussi dynamique qu'elle devrait l'être. Et aujourd'hui, ça a poussé certains maires à se dire, en fait, moi je vais plutôt suivre ma population et donc pas trop construire. Là, votre témoignage à propos de ça. Alors, je partage après, aujourd'hui, la difficulté qu'ont les collectivités locales ou les maires, c'est en fin de compte la déconnexion complète entre les recettes fiscales, ce que dit Robin, les recettes fiscales qui sont, entre guillemets, prises sur la population, et puis les services qui sont rendus. Donc ça, on déresponsabilise un petit peu le citoyen par rapport à ses exigences sur le territoire. Et puis le point en lien avec le logement, c'est qu'effectivement aujourd'hui, un maire qui construit, on ne reporte la fiscalité que sur la taxe foncière, c'est-à-dire que sur l'occupant et que sur le propriétaire et pas nécessairement que sur l'occupant. Ça a notamment une conséquence, c'est sur le logement social, parce que par définition, le logement social, on exonère la taxe foncière. Donc effectivement, il n'y avait que, si je puis dire, mais ça ne doit pas être la seule motivation des maires non plus, de récupérer. Mais ça ne vous a pas découragé de construire, vous? Non, moi ça ne m'a pas découragé de construire, puisque je partage pas tout à fait ce qu'a dit Ingrid il y a quelques minutes, c'est que sur nos communes, pour maintenir la population, avec le desserrement familial, avec le fait qu'on est sur des politiques aussi, notamment pour les personnes âgées, de maintien et de maintien à domicile le plus longtemps possible, il faut construire pour maintenir les populations. Rien que pour maintenir. Donc si en plus l'ambition ou le développement économique du territoire fait qu'il y a des arrivées nouvelles de population, mécaniquement il faut du logement neuf. Alors il y a de la réhabilitation, il y a un sujet de logement vacant, mais il faut quand même il faut construire. Alors il y a le logement social, 25% normalement pour les communes, c'est la loi SRU qui n'est pas toujours appliquée. Ingrid Naby, on se dit mais pourquoi il n'y en a pas plus? Il y a 500 milliards qui sont actuellement sur les livrets A en France, c'est un record et normalement ces sommes sont allouées à la construction de logements sociaux. Pourquoi il est en panne? Alors peut-être quand même un élément à prendre en compte, c'est qu'on ne construit pas un logement du jour au lendemain. On n'est pas sur le marché de l'automobile où on peut produire une voiture en un jour. Un logement, l'offre, elle est inélastique par nature. C'est-à-dire que c'est un bien qui est très lourd à produire, qui est très contraignant du fait des réglementations, mais également de la longueur des chantiers. Donc, il faut en moyenne 2 ans à 3 ans. Alors ça, c'est déjà une chose. Donc, quand on a aujourd'hui, en ce moment, on va peut-être parler de la crise en elle-même. Est-ce que c'est une crise conjoncturelle ou une crise structurelle? Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une augmentation des taux d'intérêt. Donc, ça bloque un peu le marché. On ne sait pas trop combien de temps va se durer cette augmentation des taux, mais voilà, on ne peut pas créer du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on a l'argent, mais on n'a pas planifié. On voit également des soldes migratoires positifs dans certaines communes, mais ne va-t-on pas avoir dans 5 ans un mouvement inverse? On ne sait pas. Donc il y a un attentisme aussi des pouvoirs publics par rapport à ça. Donc cette collecte d'argent, c'est très bien. Maintenant, je pense qu'au niveau du parc social, il y a de la rénovation qui s'est faite également
plus que de la production. Vous respectez les 25%, vous, monsieur le maire? Alors moi, je suis en territoire détendu à l'origine, donc en dérogation à 20%, donc on est à 20%. Et là, comme on est sur un territoire à l'ouest de la France, dans la Mayenne, qui est plutôt en dynamique économique, on nous remonte l'obligation à 25%. Donc, et je vais la faire, ça veut dire que quand on fait 5 logements, il y en a un qui est un logement social. Alors, c'est pas l'opération, c'est dans une planification. Et vous trouvez facilement l'argent pour le faire? Alors, c'est pas nous, c'est pas collectivité, c'est le bailleur social. Aujourd'hui, le financement du logement social, le problème du financement est globalement assuré. Alors, il y a aussi une loi climat et résilience récemment qui contraint des diagnostics d'isolation. Alors, attention, danger pour le marché de la location. Écoutez, Véronique Bédag, elle est présidente directrice générale de Nexity. Ce que je dis simplement, c'est que cette loi climat et résilience, je ne suis pas sûre qu'elle ait été parfaitement au clair au début sur ce que ça allait entraîner. Par exemple, on s'est rendu compte qu'en Ile-de-France, 46% des logements qui sont aujourd'hui loués dans le secteur privé sont des passoires thermiques. Donc, potentiellement, ces logements risquent de sortir du marché de la location. Vous imaginez que l'effet que ça peut avoir en Ile-de-France? Robin Rivaton n'est pas d'accord. Ce qui est bon pour le climat, c'est pas forcément bon pour le logement. Ça paraît sûr que si vous mettez des exclusions au logement dans un marché qui est déjà tendu, il y a des logements qui vont sortir du marché, donc vous allez tendre encore le marché. Ça, c'est assez mécanique. Le chiffre est un peu faux puisqu'il est basé sur les anciens DPE. On a changé la règle de calcul des DPE, donc ce 46% est à prendre avec des pincettes. DPE, voilà. Les diagnostics de performance énergétique, ces fameuses notes de A à G. Mais progressivement, on sortir du parc les G, les F et les E jusqu'en 2034. Et donc, il va y avoir normalement... Alors, et c'est là où c'est subtil, c'est que la loi ne dit pas que c'est une interdiction de louer. Elle vous dit que vous louez un logement indécent et donc vous donnez un droit au locataire de se retourner contre le propriétaire pour lui demander une baisse de son loyer. La vraie vie, c'est quoi? Le locataire, il ne va pas aller à la rue. Il va avoir un logement devant lui. Il n'en a pas d'autre. Il va prendre le logement qu'il a devant lui. Aujourd'hui, il y a 400 000 personnes qui vivent dans des logements insalubres. Ce n'est pas un logement qui a une passoire énergétique, c'est qu'il est insalubre. Donc le marché, il réagit avec la vraie vie. Les gens. Pourquoi elle dit ça, Véronique? Non, mais c'est pas. Elle a raison au sens où la réglementation va être dure. Ce que je veux dire, c'est que après, il y a la vraie vie et il y a la loi. Le marché, aujourd'hui, il dit que vous n'avez pas le droit de mettre un bien insalubre sur le marché. Il y a 400 000 personnes qui le font. Qui n'ont pas le choix. Des gens qui n'ont pas le choix de loger. Parce que pour eux, c'est mieux d'avoir un toit. Ou rien. Voilà. Et c'est ça la vraie vie du logement aujourd'hui, c'est quand même que les gens, quand ils n'ont pas de solution de logement, ils s'entassent. Alors, on continue à essayer de comprendre les raisons de cette crise de l'offre avec les plateformes de location temporaire. Ça, c'est très juteux. Airbnb. Airbnb, je rappelle qu'en effet, c'est une plateforme de location saisonnière entre particuliers, supposément, en tout cas, on y reviendra. Et le meilleur moyen de comprendre ce qui est en train de se passer avec Airbnb, c'est de se pencher sur le cas de Marseille. Marseille, c'est la deuxième ville la plus rémunérée par la plateforme en 2022, après Paris. On assiste à une véritable Airbnb. Je ne vais pas réussir à le dire. Voilà, vous avez compris de certains quartiers. C'est-à-dire des quartiers, en somme, où des logements sortent du parc de location traditionnel, ne sont ni habités par les propriétaires, ni loués aux habitants, et certainement pas aux plus précaires. C'est le cas du Panier, dans le 2e arrondissement de Marseille, donc, qui s'y est déjà rendu, a déjà assisté au balai très sonore des petites valises à roulettes, c'est-à-dire des gens qui viennent télétravailler ou passer le week-end. Ça provoque la colère des riverains historiques, qui sont de plus en plus rares, qui dénoncent une explosion des prix, évidemment. On voit d'ailleurs fleurir ce genre de tag sur les immeubles. Marseille, c'est la championne française de l'explosion des prix de l'immobilier, plus 10% par an, 30% sur les 3 dernières années, avec un stock de 40 000 demandes de logements sociaux laissées sans réponse. Et on a vu les conséquences de ce phénomène après l'effondrement de plusieurs immeubles rue Tivoli. C'était le 9 avril dernier. Pour reloger les 302 personnes évacuées, le maire de Marseille a demandé l'aide d'Airbnb, ce qui revient, dit l'un des évacués, à payer 3 200 € dans un logement pour vivre à 5 minutes de chez lui. Ingrid Napi, question simple. Qu'est-ce qu'on fait avec ces plateformes? On interdit, on régule déjà un peu, mais SAC, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il faut déjà réguler. En effet, il faut comprendre qu'il y a un stock de logements. Il faut raisonner entre stock et flux. Les constructions neuves, c'est du flux. Le stock, il est existant. Il y a 37 millions de logements aujourd'hui en France, métropolitaine et territoire outre-mer. Et donc, on a à peu près 8% de logements qui sont vacants et on a 10% de résidences secondaires. Donc, ça fait quand même pratiquement 20%. Le reste, ce sont des résidences dites principales, dont certaines sont en classe énergivore, etc. Ouais. Donc, sur ce stock qui existe, qui doit être rénové, on a aussi une partie de ce stock qui est dérivé vers d'autres usages. Or, le problème de la crise aujourd'hui, c'est une crise à la fois de rentabilité du logement en tant qu'actif, mais c'est également une crise de l'habitat.
C'est-à-dire qu'on ne peut plus loger les ménages qui en ont besoin. Il faut bien comprendre que le logement, c'est 2 dimensions. C'est un actif, il a été financiarisé depuis une quinzaine d'années, et c'est un bien qui répond à un usage. Le problème des actifs, c'est qu'aujourd'hui, c'est bien plus intéressant d'être propriétaire d'un logement comme un actif que de favoriser le logement pour les ménages qui doivent l'utiliser. Et l'Airbnb, mais également tout autre procédé de meublé, mais également, il y a aussi un sujet qui va nous revenir dans très peu de temps, ce sont les résidences avec service, tout ce qu'on appelle le co-living, c'est-à-dire des niches de marché qui répondent à des demandes de rentabilité et d'actifs immobiliers, je sais bien que ça dérange de le dire, alors qu'en fait, au départ, le logement doit répondre à un besoin, c'est d'héberger des ménages. Oui. C'est un habitat. Donc il y a bien l'habitat insalubre, mais il y a également comment on permet aux ménages de se loger normalement. Attendez, il y a aussi, pour avancer Robin Biaton, il y a aussi les taux d'intérêt qui augmentent et qui empêchent aujourd'hui la possibilité pour les Français d'acquérir des logements. Mais ça, c'est le flux. Alors, est-ce que ça ampute quand même le pouvoir d'achat et la possibilité d'acheter aujourd'hui? C'est majeur. Il y a une crise, c'est la crise de la demande à côté de la crise de l'offre. Aujourd'hui, vous avez un phénomène très conjoncturel qui est un phénomène qui fait qu'il y a des populations qui ne peuvent plus accéder à la propriété. Et ces populations, c'est lesquelles? C'est les primo-accédants, donc les gens qui n'ont pas de l'épargne immobilière à recycler. Sur le marché de l'ancien, quand les gens ont de l'épargne, ils ont un appartement qu'ils revendent pour en prendre un nouveau, il n'y a pas de problème. Le marché, il a fait moins 1% en prix après avoir fait plus 10%, et en volume, il est quasi stable. Donc c'est le marché des primo-accédants. Après, il y a le marché des investisseurs bailleurs, donc les gens qui vont acheter un appartement pour le mettre en vente. Et ces deux populations ont été très fortement frappées par la hausse des taux du crédit. Et ces deux populations sont celles qu'on retrouve dans le neuf. Et donc c'est pour ça que vous avez un marché du neuf qui ne va pas bien et un marché de l'ancien qui va plutôt bien. Yannick Borde, vous êtes au carrefour de tout ça. Vous êtes maire, vous êtes promoteur, vous savez ce que font les gens dans votre commune. Comment ça se passe? Ils ne peuvent pas acheter? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le logement, c'est une chaîne. C'est-à-dire on a un parcours résidentiel. Alors il est un peu variable suivant la situation de chacun d'entre nous, mais il existe. On est locataire, à HLM ou parc privé, on accède à la propriété, puis après, ça revient quand même très régulièrement dans notre vie, la problématique du logement. Aujourd'hui, comme dit Robin, effectivement, la chaîne, le maillon qui est le plus fragilisé, c'est celui de l'accession à la propriété. Il a été fragilisé sur le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, notamment en 2018, par la suppression de l'appel à accession. Loi de finances 2018, qui a touché ces classes moyennes. Il est fragilisé depuis quelque temps sur l'augmentation des taux d'intérêt, puisque le pouvoir d'achat, le pouvoir d'investissement des ménages, il a quasiment fondu de 20% avec l'augmentation. Celui qui pouvait emprunter 300 000 pour la même mensualité, il emprunte 240 000. Et on a besoin très vite d'un certain nombre de signaux par rapport à ça. Et notamment, il y en a un qui, pour moi, est essentiel, c'est le prêt à taux zéro. Le prêt à taux zéro, c'est le financement solvabilisateur de l'accession sociale à la propriété. Il avait certes peu d'effets de levier sur la période qui se termine, puisque les taux étaient tellement bas que ce n'était pas très grave, entre guillemets. Là, il devient vraiment un élément solvabilisateur de la demande. Et donc, on a besoin de confirmation, puisqu'il s'arrête fin 2023, si rien n'est annoncé. Vous attendez un geste du gouvernement. Ingrid Napi, quand même, ce qui a changé, vous qui êtes spécialiste des questions immobilières, ce qui a changé, c'est la sociologie aussi des Français. Il y a de plus en plus de personnes qui sont seules, et donc, ça augmente la nécessité de logement, non? Alors, concernant les primo-accédants, ils ont quand même bénéficié pendant une dizaine d'années des taux bas, qui leur a permis d'acquérir leur logement. Mais il faut quand même retenir que le taux d'effort des ménages, donc c'est-à-dire le poids de la dépense, le taux d'effort montre vraiment la pénibilité, c'est-à-dire c'est le poids de la dépense logement sur le revenu disponible brut des ménages. Elle est considérable? Elle est considérable. Elle a doublé. Elle était quand même de 9% en 59, dans les années 60. Pleine croissance économique, et aujourd'hui elle est de 23%, mais avec des disparités énormes, puisqu'elle va jusqu'à 46% pour les primo-accédants. Un quart ou moitié, quoi. 36% pour les locataires dans le secteur libre, et 11% en général pour les propriétaires. Et plus encore pour les personnes seules, justement, les personnes qui sont... famille monoparentale. Exactement. Donc en fait, on est passé d'un marché de l'argent facile. Même des taux d'intérêt extrêmement bas, 1%, on ne faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui on atteint des taux importants, mais on les avait atteints il y a déjà une vingtaine d'années. Donc on est quand même dans un climat qui aujourd'hui d'attentisme, parce qu'on a un changement sociétal, on a des populations qui ont quitté les grandes villes. Vous savez, il y a une strate, il y a une hiérarchie urbaine. Certains ont quitté Paris pour aller vers la seconde couronne. Ceux qui ont été en seconde couronne sont allés vers les villes cathédrales, comme on dit, les villes proximité de la région parisienne, et puis d'autres sont allés en métropole, et ainsi de suite. Donc il y a un déménagement par l'effet télétravail, par l'effet également, l'effet du Covid, c'est-à-dire un besoin d'aller vers la verdure.
aujourd'hui, donc les villes doivent accueillir des personnes qui demandent des logements. Ouais. Et il y a donc une tension sur ces marchés. Et pourtant, Robin Rivaton, en fait, les pouvoirs publics, on ne les entend pas parler de cette crise du logement. Elisabeth Borne a tenu aujourd'hui un discours, a annoncé les 100 jours à venir, elle n'en a pas parlé du logement. Emmanuel Macron... Deux petites mentions. Ah, tout de même. Ah, d'accord. Mais alors, Emmanuel Macron, la semaine dernière, dans son interview... J'avais écrit en février 2022 une note qui s'appelait « L'immobilier bombe sociale à venir » pour justement mettre ce sujet dans la présidentielle, essayer de le mettre avec zéro succès. Et aujourd'hui, on voit que ça arrive un peu dans le débat public, tout simplement parce que la Fédération française du bâtiment commence à tirer à son alarme en disant ce qui va se passer, c'est 100 000 emplois en moins d'ici la fin de l'année. Et puis ce qui va se passer, c'est éventuellement des problèmes sociaux, une gilet-jaunisation de la situation. Pays Basque, avec quelques manifestations au Pays Basque autour de la question du logement, en Bretagne aussi ces derniers temps. Mais ce sujet-là, il n'est pas intéressant pour les pouvoirs publics. Pourquoi il n'est pas intéressant ? Pour 3 raisons. C'est trop gros. Donc en fait, il n'y a pas une mesure magique. Il n'y a pas la pilule ou beaucoup de baguettes magiques. Deuxième point, c'est un sujet qui est assez transpartisan. Vous pouvez avoir une politique un peu plus de gauche ou de droite, mais vous n'avez pas un marqueur, vous n'avez pas le logement de droite ou le logement de gauche. Il n'y a pas le logement écologique quand même ? Il n'y a pas le logement écologique et l'encadrement des loyers. Qui est contre. Je veux dire, donc c'est pas un secteur où vous pouvez vous marquer très fortement. Et dernier point, il y a une incompréhension technique derrière sur le sujet qui est très forte. C'est un sujet qui est très technique. Il y a de la norme partout. Il y a des flux financiers partout. Et donc c'est très compliqué de le comprendre. Et aujourd'hui, ces 3 facteurs font que le politique ne veut pas toucher au logement. Il y a la sacro-sainte propriété en France aussi, qui est intouchable en fait. Hein, quand même. Il y a une politique nationale qu'on attend, qui est sur lequel, normalement, il devrait y avoir des annonces prochainement, j'espère, en tout cas qui n'existe pas depuis un certain nombre de temps. Mais l'application, en fin de compte, elle revient aux élus locaux. En gros, si les élus locaux veulent l'appliquer, ils l'appliquent. S'ils ne l'appliquent pas, ils ne l'appliquent pas. C'est le cas de la loi SRU, c'est le cas des ambitions. Donc c'est sur le local que ça se passe aussi, et nous, sur vos épaules à vous. Oui, mais aujourd'hui, la politique du logement, quand vous entendez des discours nationaux et du gouvernement ou des parlementaires sur le sujet, c'est uniquement sur un angle budgétaire. Quand vous voyez un article dans la presse qui vous dit on va trouver des économies budgétaires, le premier cité, c'est le logement. Or, aujourd'hui, le petit logement, si on veut qu'elle marche, il faut qu'elle descende sur les territoires. Il faut en faire une politique d'aménagement du territoire et une politique sociale, ce qui n'est pas trop le cas quand même en ce moment. Mais pardon, Rivaton, vous disiez qu'il n'y avait pas de mesure de baguette magique, mais Ingrid Napi, on parle souvent de la réquisition des logements vacants. Il y en a quand même 1 300 000 dans ce pays. Est-ce qu'à un moment donné, quand les gens les mettent pas sur location, on voit que c'est quand même marginal. Alors, dans les zones tendues, ça devient un vrai sujet. Quand on regarde la carte... Les bureaux vides, par exemple, dans les grandes villes. Moi, je pense qu'il faut quand même raisonner. On est en changement de paradigme total. On est dans une situation où on a une pénurie des ressources. Pénurie de foncier, pénurie d'argent pour financer la construction, pénurie de ressources des matériaux, pénurie d'eau. Donc on change de paradigme. La France des années 60-70, où le modèle économique de la construction de masse est fini. Aujourd'hui, on est sur un modèle de la rénovation, de la sobriété énergétique. Or, le bâtiment, c'est le premier émetteur de gaz à effet de serre avec les mobilités. Donc on doit changer, et notamment, je vais revenir sur un terme, c'est la chaîne de valeur de la production. Et on voit beaucoup de promoteurs aujourd'hui se prononcer, bien sûr, parce que cette production de masse du logement, aujourd'hui, on doit le revoir sur un autre prisme. Alors pourquoi justement on parlait des tours de bureaux qui sont vides. Pourquoi est-ce que ça, c'est pas les reconvertir? Aujourd'hui, il y a beaucoup de bureaux qui sont vides. Vous voyez, qui sont vides en première couronne de la région Île-de-France. Beaucoup de bureaux qui se vident. Aujourd'hui, vous êtes dans une mairie, vous êtes le maire, vous avez un immeuble de bureau, ça rapporte de la taxe sur les bureaux, qu'ils soient vacants ou pas. Vous le transformez en immeuble de résidentiel. Eh bien. Vous allez voir, vos voisins ne vont pas être très contents. Et en plus, il va falloir mettre des services publics. Les gens du bureau, ils ne demandent pas de services publics. Ils viennent la journée, ils repartent le soir. Donc aujourd'hui. Et zéro gain, donc. Zéro gain, c'est que des pertes. Et donc, vous ça ne peut pas marcher. marcher. Oui, je confirme ça. Après, moi, je pense qu'il y a un peu de fantasme sur la capacité qu'on va avoir à transformer un nombre significatif de bureaux en logement. Il y a toujours ce débat autour des 4 millions de logements vacants dont on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qu'ils représentent, on ne sait pas dans quel état ils sont. Ils sont pas là où les gens veulent habiter. Ils sont pas là où. Et puis, dans 4 millions, il y en a qui sont en travaux, qui vont revenir sur le marché. Donc aujourd'hui, c'est un équilibre entre rénovation, un traitement sans doute pour partie sur le logement vacant et la transformation de bureaux, mais ne rêvons pas, c'est pas ça qui va compenser le déficit de production. Et puis, une production nouvelle qui n'est plus effectivement, je suis d'accord avec ce que dit Ingrid Napi-Choulet, qui n'est plus tout à fait la même que celle des années passées et qui doit coller au développement d'un territoire, qui doit être revu sur le plan de sa densification et de sa forme urbaine. Voilà. Merci à tous. Écoutez, quelle belle conclusion. Merci à tous les trois. Un petit peu d'espoir in extremis, parce que c'était un peu désespérant le constat, autour de la crise du logement et de cette éventuelle bombe sociale qu'elle représente.